Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour gourmets et bonjour gourmettes, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Pour ce 3e épisode, j'ai une invitée très spéciale, Sarah, et c'est bien d'avoir une présence féminine parce que ça, voilà, exactement, ça commençait à sentir un peu le slip sale dans les studios. Tu sais pas, tu connais pas la propreté de mon slip, c'est pas vrai. Ni du mien. Bon, Antoine. Putain, ça commence bien. Ouais, vous avez bien fait de m'inviter, hein, je relève le niveau de Du coup, Sarah, nouvelle invitée parmi notre podcast Cinéphage. Bonjour, je m'appelle Sarah, donc. Je suis scénariste à mi-temps, aussi chômeuse à mi-temps. Non, je rigole. Je suis aussi prof d'anglais, pour la petite anecdote. Et mon plat préféré, alors je me suis beaucoup posé la question parce que quand j'étais petite, je savais, vu que je bouffais de la viande. Mais depuis que je suis devenue végétarienne, je ne m'étais même pas posé la question. Mais du coup, je crois que c'est le Mont d'Or, en mode raclette Mont d'Or, quoi. Mont d'Or patate. Mont d'Or patate. Ouais, je pourrais buter quelqu'un pour un Mont d'Or. Et le jour où tu deviendras vegan, du coup, ce sera plus patate. Je me tire une balle, vraiment. Ok, d'accord. Le fromage, c'est la vie. Entre moi et le fromage, j'ai choisi qui je tuais. Et oui, pardon, ça me fait la transition. Et donc, vous avez entendu, je suis aussi avec Antoine qui est revenu pour cet épisode après une petite pause. Salut Antoine, toujours fan du bœuf bourguignon. Toujours fan du bœuf bourguignon. Et puis, je précise que être scénariste à mi-temps et chômeur à mi-temps, c'est être scénariste à plein temps au final. Mais oui, toujours fan de bœuf bourguignon. À nous trois, je pense que si on cuisine dans la même pièce, on tue le bâtiment autour. Hein. Vraiment. En vrai, ça va parce que moi, mon plat préféré, c'est la purée de pommes de terre avec des morceaux de steak dedans. Ça pue pas trop. Non, ça va. C'est très sobre. Oui, alors que Mont d'Or, vraiment, ça pue le fromage avec l'ail et le vin blanc. Et ça cocotte sa mère. Mont d'Or, c'est de l'odeur un peu qui colle au mur, tu vois. C'est compliqué. Ouais. Pour cet épisode 3, on va parler de Club Zero. Et avant d'envoyer la bande-annonce, je vais commencer tout de suite. Là, on va casser un peu l'ambiance. Je vais mettre des très 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 gros trigger warnings sur ce film. D'abord pour le vomi, parce qu'il y a une scène de vomi qui est très dégoûtante. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui dénonce des choses, qui parle de sujets extrêmement sensibles et qui est dangereux pour ça. Parce que ça parle de manipulation, de dérives sectaires et de troubles de l'alimentation, troubles graves. Et si vous n'êtes pas une personne un peu prévenue sur ces problèmes-là, ou en tout cas, au contraire, si vous êtes sensible à ces sujets-là, ça peut être très compliqué parce que le film, à part un pauvre petit carton au tout tout-début, ce film ne prévient pas et n'encadre pas le message qu'il diffuse. Donc par exemple, vous avez de la manipulation pure et dure, et vous pouvez être sensible à ça. Il y a des personnes qui peuvent le prendre premier degré. Donc c'est pour ça, énorme trigger warning. Ce film n'est pas pour tout le monde, et si vous y allez, c'est qu'il faut vous êtes prévenu, et il faut vraiment avoir une distance par rapport à ça. Je vais être très clair, si vous allez voir ce film et que vous commencez à vouloir vraiment faire le Club Zero, la sélection est naturelle, j'ai envie de vous dire, hein, désolé, hein, mais quand on voit un film médiocre et qu'on suit ce qu'il nous apprend, faut pas se plaindre après, hein, je suis désolé. Bienvenue Antoine sur ce podcast. Un plaisir d'être ici. Voilà, bienvenue Antoine. Antoine, son sel déborde même sur le trigger warning. Il va avoir le temps. En fait, Antoine parlera en dernier, vous allez voir, parce qu'Antoine va se lâcher tout simplement sur ce qu'on a dit avant. Non, mais il va ranger son frein. J'ai un petit point à dire sur l'identité et la nourriture, qui est notamment l'identité politique des personnages. Mais c'est vrai que globalement, je suis là pour déverser ma rage, ma colère, parce que ce film le mérite. Et tu la déverseras quand je te le dirai, du coup. Waouh. Ici, c'est une dictature, en fait. Ceci étant dit, sur le trigger warning, voilà, vous êtes prévenus, faites bien attention, et on va envoyer la bande-annonce. Vegan is so out. Have you been eating? I'm out. She can't be serious. I'm eating consciously. Is everything all right? Don't you get it? It's a question of faith. I feel high. I don't know exactly what's going on here. But I think Miss Novak is
manipulating our children. Oh, please. Eat the damn sausage. Alors, Club Zero est un film de Jessica Hausner, avec notamment en rôle principal Mia Wasikowska. Non, Excusez-moi pour son nom. Non polonais pour le Pardon PNG, tu voulais dire. Voilà, non. Mais alors, si c'est pas polonais, franchement. C'est hashtag polonais, j'ai raciste, vérifié pour faire cette blague. Allez, ça dégage. Ok, c'est bon, je suis battu. Donc, actrice polonaise qui tient le premier rôle dans ce film-là. Jessica Hausner, moi personnellement, je la connaissais pas. Elle a fait d'autres films, notamment Amour fou, Lourdes ou Little Joe, qui sont des films qui ont fait un petit peu les tours des festivals internationaux. C'est une habituée de Cannes, c'est une habituée de Berlin et de Venise. Et donc là, cette année, elle nous est arrivée à Cannes avec Club Zero, qui était en sélection officielle, mais qui est reparti bredouille. Le résumé de Club Zero, c'est Miss Novak, donc qui est incarnée par Mia Wasikowska, qui intègre un... merci. C'est donc l'histoire de Miss Novak qui rejoint un lycée privé où elle initie en fait des nouveaux élèves au cours de nutrition avec un concept innovant qui est de moins manger jusqu'à ne plus du tout manger et potentiellement atteindre et être accepté au mystérieux et élitiste Club Zero. Pour les avis généraux, on va commencer par Sarah, donc nouvelle invitée, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as pensé de Club Zero que je t'ai obligé à aller voir? Alors, globalement, je dirais que j'ai bien aimé parce que surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'était l'angle voilà, des troubles alimentaires confrontés à une secte, ou plutôt comment créer une secte autour des troubles alimentaires. Donc ouais, c'est deux sujets que je trouve très intéressants à mettre à croiser en fait. Après, j'étais assez déçue en fait, j'en attendais plus, j'attendais que le film aille plus loin, pas forcément dans le graphique, pas forcément des scènes gratuites de ce que les troubles alimentaires peuvent générer, mais plus aller plus loin dans ce que c'est que le trouble alimentaire. C'est quand même quelque chose de très compliqué, de très très dur, de très... Ouais, vraiment de très très violent, quoi. Et j'étais un peu déçue que ça aille pas plus loin que ça. Mais voilà, globalement, réalisation plutôt léchée, acteurs intéressants, des dialogues plutôt intéressants aussi, même si parfois un peu obvious. Pour ma part, je trouve que justement le film va très loin. Dans plein de choses, justement, on en reviendra après. Bon, vous savez, dans cette émission Cinéphage, ça spoil parce que ça décortique le film. Là, on se maintient un petit peu, mais ça va spoiler sévère, bientôt. Mais voilà, je trouve qu'il va très très loin, il va jusqu'au bout de certaines choses, si je peux rebondir sur ce que tu as dit. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que contrairement à certaines personnes autour de cette table, je ne me suis pas ennuyé pendant le film. Jusqu'au bout, j'étais plutôt intéressé. Mais comme toi, que tu disais, Sarah, la réalisation, je la trouvais super intéressante à décortiquer parce que je trouvais en fait les décors représentaient la psychologie des personnages. C'est-à-dire, t'avais toujours des murs de briques, donc beaucoup de barres, beaucoup de quadrillage. En fait, tu peux t'amuser chaque décor, chaque arrière-plan, à vous regarder derrière et ça te dit un peu l'état mental des personnages. Par exemple, t'as un personnage à un moment qui est devant une armoire de jeu et il y a des puzzles. Et donc tu te dis, bah ok, le mec il est en train de se construire, il lui manque une pièce. Et plus loin dans le film, t'as le même plan, sauf que l'armoire est fermée, t'as plus les puzzles. Il est, entre guillemets, complet. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui m'ont plu. Hormis son message, je trouve qu'il n'est pas maîtrisé, comme je disais avant en trigger warning. C'est un film qui balance des choses, qui est extrêmement satirique, mais il se soucie pas de dans quel cadre les gens vont le voir et comment ils vont l'interpréter. Enfin, il encadre pas assez son sujet qui est, comme tu l'as dit, extrêmement problématique, ou en tout cas dangereux. Et j'ai trouvé aussi qu'il est pas très subtil dans son message, parce qu'en fait, pratiquement tous les messages, les sous-textes sur la société, tout ça, les personnages les disent texto à un moment dans le film pour juste parce que pas subtil en fait, ils sont posés comme ça. Et ça va à un tel niveau de pied dans le plat que t'as littéralement à un moment une scène où t'as un père qui n'arrive plus à comprendre sa fille, qui ne voit pas ce qui se passe devant lui. Il porte littéralement un t-shirt où c'est marqué blind, donc aveugle en anglais. Donc paye ta subtilité. Et sinon l'actrice principale polonaise, donc je ne vais pas écorcher son nom à nouveau, je l'ai trouvé extrêmement charismatique dans son rôle dès le début, dès la première scène du générique. Je me dis, elle dégage un truc et tout. Et donc j'étais très intéressé par ça.
Et la qualité que je retiendrai de ce film, c'est surtout qu'en fait, j'ai trouvé que c'était une super étude en fait pour décortiquer comment quelqu'un peut se faire endoctriner, comment un peu comme le film La Vague. Je sais pas si vous voyez Oui. là le film allemand. Qu'est-ce que l'autocratie? Une idéologie? Le contrôle? La surveillance? La discipline, monsieur Wenger. Donc on verra jamais une nouvelle dictature, c'est ce que vous dites. C'est pas possible, on nous a assez mis en garde. On a la chance de pouvoir organiser ce projet exactement comme on veut. Je propose donc de le rendre vivant. Comment en fait tu peux très rapidement, toi, personne lambda, te faire endoctriner dans quelque chose qui te dépasse. Donc dans La Vague, c'était sur le fascisme. le totalitarisme. Là, c'est dans les dérives sectaires. Pour moi, j'ai plutôt bien aimé. Par contre, je le reverrai pas, je pense, parce que j'ai trouvé ce que j'avais à y voir et j'ai pas forcément envie de revoir ce genre de choses, notamment pour sa scène du vomi que je trouve juste totalement gratuite et un peu dégueulasse. On passe à Antoine. Antoine, as-tu aimé ce film ? Non, j'avais pas aimé ce film, même si encore une fois, je vais pas être. Je suis comme toi, hein, j'y vois deux bons trucs. Les deux seuls trucs qui, selon moi, sont bons et consistants à travers le film, c'est le travail du son, notamment la bande originale, qui je trouvais assez intéressante. Mais aussi les moments où les élèves se rejoignent et font du yoga ensemble, il y a un rythme qui est créé durant cet exercice avec les voix, et c'est quand même assez intéressant. Et il y a de bons décors. Désolé, mais sur 1h50, ça ne tient pas. Tu vois, typiquement, les décors, moi je suis d'accord avec toi, Camille. C'est coloré, c'est intéressant, sauf que... Et il y a de bonnes tentatives aussi, notamment le fait que les couleurs sont de partout, mais sont aussi toutes délavées. Et donc les couleurs, même s'il y en a beaucoup, elles manquent de vie. Et ça crée un contraste assez intéressant, sauf que sur 1h50, moi je suis désolé, ça me fait chier au bout d'un moment. Il y a donc une esthétique, mais qui pour moi est pas hyper intéressante sur la longueur. Et puis le film, je suis pas d'accord, il va pas assez... Enfin, je suis pas d'accord avec toi Camille, je suis d'accord avec Sarah, il ne va pas assez loin. Parce que d'un côté, il va loin pour la scène du vomi, donc spoiler, mais à un moment, il y a une jeune femme qui vomit et qui après mange son vomi. Berk. Et non mais c'est parce que le fait qu'elle vomit en soi c'est pas hyper intéressant, par contre qu'elle le mange après. Non mais moi je dis Burke parce que le vomi c'est pas beau en fait, ravaler son vomi, enfin la scène est dégueulasse. C'est un débat. Mais d'un autre côté, le film est tout à fait ok pour te montrer ça, et d'un autre côté, le film ne te montre pas les conséquences sur les corps que le Club Zéro. Oui, tout à fait. Tu vois, on n'a pas un corps rachitique, on a quoi? On a des cernes. Est-ce que c'est vraiment les implications qu'il y a sur le corps quand tu arrêtes de manger ça? Je crois pas. Et ils essaient de se rattraper avec une scène de vomi où elle mange son vomi. Moi, je suis désolé, c'est presque immature tout ça. Moi, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout aimé le traitement des conséquences physiques, matérielles du choix de ne pas manger, malgré les quelques bons points. Et puis, je suis d'accord avec toi, Camille, c'est vraiment lourdingue, quoi, certaines fois. La scène du vomi est un bon exemple, mais le truc du t-shirt dont tu parles, je suis désolé, mais moi, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Et je comprends ce qu'on est cinéaste à vouloir caractériser les personnages par leurs habits, trouver une nouvelle couche de lecture par leurs habits, mais à aucun moment on met un t-shirt où il y a écrit ce qu'on est en fait, ou alors ce qui a écrit sur le t-shirt a une incidence physique sur la vie. Sinon on enverrait des t-shirts geeks à l'Ukraine où il y a écrit la Russie a ruiné ma vie, il m'en reste 2 parce que je suis un geek. Tu vois, ça, mais c'est pas ça en fait la vie, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie. Non, je suis désolé, en fait, ce n'est pas ça. Et je trouve ça assez dommage parce que le travail qu'elle a fait sur les couleurs, elle aurait aussi pu le faire sur les vêtements, ce qu'elle a un peu fait avec la mère du fils Prolo, qui est dans le groupe d'étudiants, qui elle est hyper colorée, qui est très fantaisiste dans ses habits, comparé aux parents riches, qui eux sont très ternes, très réservés dans leurs couleurs. Les avis globaux sont terminés. On va entrer dans l'analyse. Dans le spoil bien vénère du slip, est-ce que Sarah, tu veux commencer ? Moi je suis chaud pour commencer, y a pas de souci. Eh ben, le micro est à toi. Ok, du coup moi je vais vous parler plutôt du rôle de la nourriture dans la santé mentale, et donc forcément du cas des troubles du comportement alimentaire, donc les TCA. Donc voilà, c'est quand même un sujet qui est omniprésent dans le film, c'est ce qui drive le film, quoi. C'est
La nourriture permet de mettre sous emprise les personnages et en fait, ils sont obligatoirement en train de développer des troubles du comportement alimentaire. Déjà, pour faire quelques petites définitions, donc les troubles du comportement alimentaire, c'est des troubles qui sont liés au fait de ne pas assez manger, de trop manger. Il y a par exemple l'anorexie mentale, qui est un peu celle à laquelle on pense en premier, donc le fait de se restreindre de manger. Il y a aussi la boulimie, qui va parfois de pair avec l'anorexie mentale, parce que certains anorexiques subissent ce qu'on appelle une frénésie alimentaire, et ensuite se purgent. Donc voilà, encore une fois, trigger warning, ils se font vomir, quoi. Ou alors, des fois, ça peut être prendre des laxatifs pour se purger le corps. Tous les anorexiques ne sont pas forcément boulimiques, mais des fois, ça peut aller de pair. Et il y a aussi l'hyperphagie, qui est au contraire le fait de trop manger et qui n'est pas forcément lié au fait de se purger. Donc en général, les hyperphages sont en surpoids. Même si, voilà, il ne faut pas faire de généralité. Pour vous expliquer globalement, c'est ça. L'anorexie, c'est une préoccupation vraiment très forte de l'apparence. Le fait de vouloir être extrêmement maigre, d'avoir un contrôle sur son apparence, de se restreindre, de se contrôler dans son alimentation. C'est très drastique. C'est pas juste genre on mange pas un dessert, c'est vraiment non, soit on mange plus du tout, soit on mange une potatoes par-ci par-là comme dans le film. Voilà, ou soit on mange et on fait du binge eating et après on se purge, on vomit toutes ses tripes, quoi. Faut savoir que l'anorexie mentale, c'est beaucoup plus présent chez les femmes. Grosso merdo, 9 femmes pour un homme. Ah oui, quand même. Ouais. C'est une grosse majorité, en fait. Grosse différence, ouais. Bah, bon, après, c'est logique, il me semble. Bah oui, c'est explicable en tout cas du fait que déjà les diktats de la beauté sont quand même beaucoup plus imposés aux filles qu'aux hommes, même si faut prendre des pincettes là aussi, les hommes sont victimes de beaucoup de pressions quand même qui sont différentes des femmes. Mais voilà, il y a quand même une pression globale qui est beaucoup plus exercée sur les filles. Puis on peut aussi parler de misogynie qu'il y a dans la société, du fait que les filles sont quand même beaucoup plus appelées à être contrôlées, à faire attention à ce qu'elles disent, à ce qu'elles mangent, à ce machin. On va beaucoup plus souvent dire aux filles qu'elles sont grosses qu'aux garçons. On va beaucoup plus souvent leur donner de l'importance à leur apparence. Mais voilà, donc voilà, ces chiffres, c'est à prendre aussi précautionneusement. Je ne suis pas du tout spécialiste. Et voilà, l'anorexie, c'est très majoritairement chez les adolescents, donc a priori autour de 85% des cas, qui débutent entre 15 et 25 ans. Là aussi, ça fait sens parce que l'adolescence, c'est un moment où on se construit, on forge sa personnalité, où le corps se développe, parfois plus qu'on ne le veut, ou aussi les organes, les hormones font qu'elles peuvent prendre pas mal de poids. La puberté. Les garçons un peu moins, voilà, la puberté. Les garçons un peu moins, du coup. C'est moins visible, on va dire, même si ça arrive quand même, même si ça leur arrive quand même. Et voilà. Et la boulimie, globalement, c'est beaucoup moins... Il y a moins cette prédominance féminine. Et l'hyperphagie, a priori, justement, c'est moins de femmes que d'hommes. Donc là aussi, peut-être qu'on peut faire le lien entre le fait que... Rappelle-nous l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est le fait de trop manger et c'est pas forcément lié à la boulimie, donc au fait de se purger, de se faire vomir. C'est-à-dire que les hyperphages sont la plupart du temps en surpoids. Donc voilà, c'est des gens qui ont ce besoin de beaucoup manger, même s'ils ne ressentent pas forcément la faim. D'accord, là aussi il y a une certaine logique quand même que ce soit les hommes qui soient le plus touchés par ça. Non seulement parce qu'on a en tout cas dans certaines, ça dépend où vous vous trouvez physiquement dans votre pays, tout le monde n'a pas la même culture de partout, mais la culture du bon vivant, elle est souvent plus attribuée aux hommes qu'aux femmes. Je veux dire, tu manges ta viande, ton fromage, ton vin et tout, c'est quand même quelque chose d'assez masculin. Et en règle générale, vu qu'il y a un certain laxisme sur le corps des hommes qui se grossit un peu plus vers une certaine partie de ton âge, je trouve ça logique que ce soit eux le plus touchés, en fin de compte. Oui, même si c'est difficile de donner des explications tangibles, on peut comprendre pourquoi il y a cette proportion-là dans ces différentes maladies mentales, quoi. Et le film parle de ces troubles alimentaires, notamment donc l'anorexie et la boulimie. Alors, je t'entends, on voit pas d'hyperphagie que je sache dans ce film-là. On a notamment, est-ce que tu dis, de l'anorexie, de la boulimie?
Oui, Et c'est contraire à ce que propose le... Enfin, ce serait pas logique qu'on voit de l'hyperphagie dans le film parce que justement, Oui. tous les membres se Doivent- restreignent de manger, Il y doivent a- ne pas manger, quoi. Il y a un personnage, mon héros, dans ce film. Le père qui force la fille à manger Avec la saucisse, là. avec la saucisse, Ah oui, là, la saucisse. qui peut être en mode oui voilà, faut à tout prix manger, mange, c'est la vie et tout. D'ailleurs, Est-ce quel- que on Moi, je ne suis verrait désolé, pas mais une pour, métaphore du patriarcat aussi? Moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire. allez, il y a une euh, métaphore du patriarcat avec la saucisse, bien sûr. Ouais, pas je forcément Moi, un je suis saucisse, désolé. hein. Moi, Ouais. je suis désolé. Il y a aussi ce truc de... Mais après, c'est peut-être parce que c'était cause d'une école privée que j'ai moins de... Et que la caractérisation des personnages me donne pas beaucoup d'empathie envers eux. Mais à un moment, j'étais vraiment dans la salle en train de me dire, mais lui-en une. je me suis vraiment dit ça. J'étais en mode, mais elle est insupportable parce qu'elle veut pas manger son assiette, en fait. Non, mais Genre, en fait, je sais au-delà pas, de c'est ça, peut-être dû à Ton sel. mon sel en particulier, mais plus important, mon éducation, où c'était en mode, tu finis pas ton assiette, déjà on te dit dans notre pays tatati tatata, Les Africains, tout ça. ouais, et puis même au bout d'un moment, on te dit, mais je t'en mets une, genre, je sais pas, il y a aucun de ses parents qui ne vont jusque-là, moi ça m'a un peu choqué, je t'avoue. parce que Antoine, c'est littéralement les personnages qui sont dépeints et les familles qui sont dépeintes dans ce film, c'est des personnages mais bourgeois comme jamais. En fait, il y en a un seul des personnages qui n'est pas bourgeois et c'est un de ses traits de caractère, c'est que sa mère lui fait à manger des bons petits plats et elle dit justement, j'aurais pas dû t'envoyer dans cette école, c'est trop cher pour nous. Tous les autres, c'est des fils de bourges où papa est patron de Ferrero, etc. Leurs parents sont contre-foot d'eux, eux sont hautains comme tout, et c'est pour ça qu'on va leur donner des tartes, parce que c'est des gamins qui ont... c'est des gamins bourgeois. Ouais, Et mais qui là, sont, pour moi, là, ça touche presque plus à l'écriture du film. Ah oui, Le mais fait de ne pas l'écriture aimer du ces film, gamins, c'est que comme... ces gamins Oui, bien sûr. sont incroyablement chiants, quoi. Au bout d'un moment, faut le dire, ces gamins, il y a un moment, je me suis fait un peu la réflexion, un moment dans le film, c'est pourquoi aucun élève ne réagit autour d'eux. Ils sont à la cantine, il y a rien dans leur assiette, ils mangent comme des tarés, en faisant du yoga, en mangeant au milieu de la cantine. Moi, si je faisais ça au lycée, il y a des gens qui me bullient, il y a des gens qui me harcèlent, en fait. C'est vraiment une question concrète là. Imagine, t'aurais fait ça à ton lycée. Si t'avais mangé qu'une patate, par exemple, sur Non, ta c'est pas grosse portion. manger qu'une patate. Le film met aussi un grand point sur le fait de comment manger la patate. Sur le Oui, fait la de manger, prendre sa très respiration, de la manger très lentement. Et Ok, tout ça, oui. en fait, pour moi, c'est un signe de différence qui devrait amener l'intérêt des autres élèves. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Franchement, au lycée, tout le monde fait sa vie, tout le monde s'en bat les couilles des autres. Surtout À part à la si t'as cantine. vraiment un... Pas- Ouais, à part si t'as un Moi, je suis- comportement qui est vraiment... Et de toute évidence, vraiment, genre que ça se voit ou tu fais un truc chelou. Enfin, là, en soi, enfin, c'est pas très visible qu'ils mangent pas, quoi. Je suis pas forcément d'accord. Alors, je finis là-dessus parce que Vas-y, je veux te laisser finir ton point, Sarah. Mais je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'au lycée, peut-être que c'est dans mon lycée, voilà. Mais si tu fais n'importe quoi, en fait, s'il y a chez toi quelque chose qui te discerne des autres et qui est pas socialement très acceptable, par exemple faire des exercices de respiration avant de manger sa nourriture, n'importe quel connard du lycée va te faire chier. Et moi j'en suis venu à me dire, mais en fait c'est une réflexion qui m'a fait rire, mais s'il y avait des bullies dans cet univers, ça ressemblerait à quoi Genre le bully, il est en mode c'est un bully inversé. Le truc il est en mode vas-y mange mon goûter. Voilà. Bah, après, moi je rebondis sur ce que tu dis, et après on va laisser Sarah reprendre là où elle avait arrêté son argumentaire. C'est que pour avoir fait une seule baston de nourriture dans ma vie, que j'ai gagné d'ailleurs, la cantine, c'est extrêmement surveillé. C'est vraiment... tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu te fais bully en dehors de la cantine, tu te fais bully dans les couloirs, mais dans la cantine, tout le monde te fout la paix parce que déjà, t'as 1 heure pour manger, donc tu traces, tu manges ton steak avant qu'il soit froid, et après tu pars, et tu te fais pas bully pendant. Tu te fais regarder mal. Et donc pour moi, c'est pas... Je vois ton point, mais pas dans la cantine en fait. Bah, les gars, j'ai une vie dure, ok? Je vois. Pour revenir sur toutes ces définitions-là, j'ai aussi trouvé... Enfin, le film parle aussi d'un trouble du comportement alimentaire qui est beaucoup plus, rare, ou qui est un peu une sous-catégorie, qu'on appelle l'orthorexie, que je connaissais pas avant de faire mes petites recherches, et qui est l'obsession de manger sain, de manger les quantités exactes, d'être dans le contrôle de ce qu'on mange et surtout de manger le plus sainement possible.
Donc voilà, on peut aussi parler de ce trouble alimentaire-là, qui est un peu une sous-catégorie, mais qui est quand même intéressant, parce que notamment avec toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui, avec les régimes soi-disant hyper sains, les tout nouveaux trucs, machins, qui vont nous permettre de vivre 100 ans, ou alors d'avoir le corps parfait comme tous les gens sur Instagram. Voilà, c'est quand même aussi intéressant de parler ça, je trouve. Surtout que voilà, le film parle de conscious eating, donc c'est quand même assez parlant quoi comme terme. Alors pour les Français du coin, c'est manger consciemment. Voilà, c'est ça. Donc, pour donner un peu de contexte après ces définitions, donc au début du film, les ados qui s'inscrivent à cette classe ont tous des motivations différentes. Il y en a une qui veut contrôler son alimentation, sa consommation pour justement être moins sujette aux pressions de la société, des lobbies de l'alimentaire, etc. Une autre qui veut être en meilleure santé physique, on va dire. Elle dit « to be fit », donc c'est un peu être bien sèche, bien élancée, quoi. Une autre qui veut contrôler sa consommation pour sauver la planète, enfin du moins pour, c'est plus possible de sauver la planète, mais pour libérer les dégâts. Ah ouais, on dit des vérités ici. Là. Ouais, arrêtons de nous mentir, hein, on vit dans une saucisse, les gars. Hein, ça, au bout d'un moment, exactement. Un autre, je sais plus. Ah oui, alors un autre, c'est pour améliorer ses notes. Donc bon, ça, on en reparlera Il y en a peut-être un, plus c'est pour tard. l'argent, tout simplement. Ils ont tous une raison. Pour les notes, pour Il y la en a bourse. un seul. C'est pour l'argent, oui. Il y en a qu'un seul qui est pour l'argent. C'est vrai, c'est pour le coup, c'est le fils de Prolo dont on parlait, qui est là pour avoir sa bourse. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on peut voir que chez certains, toutes les graines pour développer un trouble du comportement alimentaire sont déjà là, quoi. Le fait de vouloir contrôler son alimentation, ça déjà, c'est un des critères qui fait qu'on peut potentiellement devenir anorexique ou boulimique, quoi. Les anorexiques contrôlent très souvent à la calorie près ce qu'ils mangent, ou le fait de vouloir être soi-disant en bonne santé physique, de vouloir être plus fin, plus élancé, plus léger, ça pareil, ça c'est quelque chose qui est très récurrent chez les anorexiques, c'est le fait de vouloir presque comme disparaître, d'être léger, de pouvoir flotter, etc. Cette espèce de fantasme de la légèreté qu'on retrouve chez, comment elle s'appelle, Ragna, je crois, la fille qui fait du trampoline. Je crois que c'est Ragna. J'ai pas retenu du tout les noms. Donc si, je crois que c'est elle. Ouais, je crois que c'est elle. Et aussi, pour préciser, souvent, ces troubles du comportement alimentaire, ils sont rarement seuls. Souvent, ça va avec la dépression, avec l'addiction, parce qu'en soi, ces troubles-là sont des troubles addictifs. C'est que tu peux pas t'empêcher de manger, ou alors tu peux pas t'empêcher de contrôler ce que tu manges. Enfin, voilà, c'est très addictif comme trouble. Ça peut aussi aller avec la psychose, une espèce de paranoïa, avec les personnalités borderline. Enfin, voilà, il y a beaucoup de comorbidités, quoi. Pour rebondir quand même sur ce trouble qui t'obsède au point de vouloir manger sainement, il y a un peu une personnification, je trouve, de ce trouble, et même d'autres troubles que traverse notre société aujourd'hui. C'est un mec qui s'appelle Brian Johnson. C'est un milliardaire américain qui veut vivre éternellement jeune. Ah, ouais. Et donc le mec est un milliardaire, il a tout le temps 30 scientifiques avec lui, il se perfuse avec le sang de son fils de 17 ans. Il fait tout un méga régime et tout. C'est ça. Et quand tu vois, j'ai vu une vidéo de ce qu'il mangeait, tu vois que c'est pas pour le goût. En fait, il y a plus de désir dans le fait de se nourrir, il y a plus qu'un besoin de survivre, mais qui est poussé à son paroxysme, quoi. Mais même pas pour survivre, mais pour rester à l'âge exact où l'on est, quoi. Pour continuer sur ce joyeux sujet que sont les troubles du comportement alimentaire, je voulais un petit peu parler des facteurs qui les causent, parce qu'ils sont un petit peu abordés dans le film, et voilà le point où je trouve que le film va pas assez loin, c'est qu'il en explore que la surface, quoi. C'est genre ils sont un petit peu délaissés par leurs parents, et voilà, ils développent des troubles du comportement alimentaire. C'est pas aussi simple que ça, même si je sais que c'est un sujet qui est dur à traiter, hein. On va toujours reprocher aux réalisateurs qui parlent de sujets durs de pas assez bien les traiter, et je vais faire partie de ces gens-là. Voilà. Du coup, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc, les facteurs biologiques, donc génétiques et neurobiologiques. Aussi, donc l'historique familial. En parallèle de ça, c'est que si il y a eu des maladies mentales dans la famille, il y a de fortes chances que ça se passe aux générations suivantes.
Mais il y a aussi, bien évidemment, des facteurs psychologiques, donc des personnalités qui sont beaucoup plus susceptibles d'être touchées par ces troubles-là. Des facteurs sociaux, donc par exemple se faire harceler au collège, ça peut des fois mener à ça. Avoir des soucis dans sa famille, ça peut aussi mener à ça. Et puis bien sûr des expériences personnelles, des traumatismes, que ce soit donc par exemple des abus sexuels. On peut aussi dire que la mode de la minceur, toutes les modes qu'il y a eu autour des diètes, l'influence des médias, toutes ces choses-là, donc c'est des facteurs socioculturels. On peut dire qu'ils jouent un rôle certain, mais c'est quand même important de dire que c'est difficile de le mesurer, même si c'est indéniable de voir que si l'anorexie mentale touche autant de filles, c'est sûrement en partie à cause de ça, quoi. Le fait qu'on soit bombardé pendant notre enfance et notre adolescence de modèles mieux que nous, soi-disant, auxquels on doit ressembler, que s'il y a un pet de gras en trop, c'est même pas genre t'es un peu au-dessus, c'est genre non, automatiquement t'es gros, t'es en surpoids. Et donc dans les quelques exemples qu'il y a dans le film, on peut citer par exemple une scène où la mère de Ragnar lui sous-entend qu'elle devrait perdre du poids. Voilà, c'est une remarque dite comme ça. Pareil, en soi, même juste une remarque comme ça peut être dévastateur sur quelqu'un qui est déjà susceptible de développer de tels troubles. Mais bon, je trouve ça un peu ça faible. m'a glacé quoi. le sang, moi. Ah ouais ? Oh putain, moi Quand j'ai entendu ça, en fait, je l'ai tellement directement vu les dégâts que ça pouvait faire. Ouais, bien sûr. Parce que, personnellement, j'ai eu la chance de pas virer dans des choses comme ça, mais je sais que quand j'étais plus petit, j'ai été extrêmement complexé par ça parce que j'étais en surpoids. Et le fait d'avoir une remarque comme ça, comme tu dis, innocente, mais ça peut ça peut être dévastateur. Et surtout avec le jeu d'acteur et le contexte, tu sens que ça va pas aller en bien, quoi. Je trouve que pour le coup, c'est pas assez mis en contexte, tu vois, parce que c'est pas genre t'as une scène de repas et une mère qui dit « Oh, tu devrais peut-être un peu perdre de poids », qui va faire comprendre au spectateur à quel point cette remarque-là peut être horrible, tu vois. Pour moi, c'est genre, tu montres l'adolescente avant, tu montres qu'elle est super complexée par son poids, tu montres que machin et tout, et après, tu fais entendre ce truc-là, tu montres la réaction de la gamine, et c'est ça qui a du sens, quoi. C'est là où une remarque comme ça peut être extrêmement violente. Nous, on l'a compris, plus ou moins, il y a plein de choses qu'on a compris, parce que on essaye d'analyser le machin, et pour certains il y a des antécédents, etc. La subtilité on l'a capté, mais il y a beaucoup de gens c'est ça le danger, c'est qu'ils ne comprendront pas, ils verront pas la subtilité. Exactement. Et ça, c'est dommageable. Et ça, c'est un truc vraiment que le film pour le coup fait du début jusqu'à la fin. C'est on a l'impression qu'il est trop pressé à certains moments, et qui veut vite balancer des trucs qu'il a besoin de balancer, notamment cette phrase, parce que si tu parles de ce sujet-là, à un moment, cette phrase, elle doit arriver. Et d'un autre côté, il prend du temps sur des choses où j'étais en mode, mais en fait, ce que t'as dit, Sarah, la réalisatrice aurait pu le faire si elle avait pas pris du temps sur d'autres choses, quoi. Et il y a une gestion des priorités liées au sujet qui, pour moi, est pas encore maîtrisée de sa part, mais je pense aussi, et on en a très très rapidement le temps d'une phrase parlé avec Sarah, c'est que je pense que ce film est fait avec très peu d'argent. Et donc tout le contexte, par exemple, sociétal et social des problèmes qui sont traités dans ce film ne sont pas traités parce que c'est compliqué de faire Comment passer le mieux le fait que la société impose une image aux femmes? Pour moi, c'est Fight Club qui le fait le mieux pour les hommes. C'est ils rentrent dans un bus, et dans le bus, il y a des photos de mecs hyper taillés, hyper musclés, et les mecs peuvent en parler. Parce que c'est un endroit de vie sociale, un bus, où il y a une image du coup qui est irréaliste. Et c'est ce que le film aurait dû faire. Je parle pas forcément d'un spot de publicité, mais au moins d'une pub, au moins de quelque chose, voilà, qui serait pas vu uniquement par les personnages, mais par toutes les filles du monde de la diégèse du film, quoi. Mais là, je pense que au-delà du manque de précision dans l'écriture de ce film, il y a un manque de budget. Donc voilà, c'est ce que dit, je suis d'accord avec Antoine, c'est le film n'a pas fait beaucoup de box-office, il est allé à Cannes, il a été boudé, et les avis sont autant positifs, ils sont très partagés en fait, ils sont autant positifs que négatifs, ça se ressent dans le podcast, et je pense que c'est à cause de la difficulté de son sujet, c'est une patate chaude sans mauvais jeu de mots. Ouais, je crois c'est une patate chaude énorme, un peu trop gros pour la réalisatrice, j'ai l'impression. Même si c'est biographique, j'ai vu... J'ai vu un interview où en fait elle parle du côté que quand elle était en lycée catholique, il y avait ce jeu de est-ce que on mange cette moitié de patate ou pas, qui c'est qui va gagner à manger le moins et à faire attention à sa santé et tout. Il y avait une pression comme ça qu'elle a vécue et où elle stigmatisait d'autres personnes, etc. Donc il y a du ressenti, il y a du vécu, elle le sort.
Mais c'est pas pour autant, comme tu le dis Antoine et comme Sarah le dit, que le sujet est totalement maîtrisé et totalement expliqué. Ouais. Une youtubeuse que j'ai pas mal regardée pour préparer cette analyse, qui s'appelle Of Herbs and Altars sur YouTube. C'est une fille qui a elle-même vécu l'anorexie, l'addiction, etc. Donc elle parle vraiment de ce qu'elle a vécu. Elle parle de rendez-vous avec d'autres anorexiques où elle se bouffait des restos à volonté jusqu'à être... à pouvoir rouler par terre, quoi, puis ensuite elle se faisait vomir, puis elle recommençait, puis elle se faisait vomir. Enfin voilà, c'est là où pour moi le film va pas assez loin, c'est que l'anorexie c'est vraiment un truc qui est pas glamour, c'est pas un effet de mode de genre, non, c'est une maladie mentale. C'est l'anorexie, c'est avoir des poils qui poussent parce que ton corps essaye de se réchauffer, c'est se chier dessus, c'est avoir des règles interrompues, c'est perdre ses cheveux, c'est être blanc, c'est avoir les doigts bleus parce que t'as froid tout le temps. Enfin, c'est vraiment pas du tout sexy. Et c'est ça qui m'a un peu gênée dans le film, quoi. C'est qu'ils arrêtent de manger, ils ont des seins jaunes et puis ça s'arrête là, quoi. Je pensais que justement, avant que tu fasses cette analyse, que les cernes et tout, c'était plutôt bien représenté. En fait, non. Je me rends compte que pas du tout. En fait, je trouve que c'est ils ont survolé le truc. C'est une bonne représentation. En fait, c'est pas que c'est une mauvaise représentation, c'est juste que c'est trop léger. Ouais. En fait, c'est en surface. De ce que j'en comprends, là, c'est en surface. Après, ce qui m'emmerde aussi, c'est que, pardon Camille, c'est que le film traite ça comme ça, avec tous les problèmes que tu dis, Sarah, et à la fin, à un moment où là, justement, on parle de mort, parce que spoiler, les gamins, ils mangent pas, ils meurent, sans déconner. Là, ils ne la montrent pas la mort. Ouais. Là, ils sont en mode mais en fait, nous, on est pudique. On est au-dessus de montrer pas du gore, mais au moins quelque chose de physique, quoi. Et donc, pour montrer que les étudiants sont morts, on les voit en train de courir dans un pré. Et je trouve ça déjà très timide, ça c'est certain, mais presque. J'ai utilisé un grand mot, mais j'en veux pas de mal à cette réal, mais c'est presque irrespectueux, quoi. Je pense que le film n'assume pas son sujet. Ouais. Et qu'il veut juste choquer. En fait, ça a voulu être un peu le nouveau Brûlot de Cannes qui était là en disant regardez, on fait une scène de vomi, regarde, on traite de trucs vraiment pas beaux et tout. Allez les gars, les bourgeois, choc bourgeois. C'est très choc bourgeois, je trouve. C'est vrai. Et ça s'est un peu planté, je pense, parce que on ne rigole pas avec certaines choses et en tout cas, l'humour c'est quelque chose de très très compliqué. Je sais plus où je m'étais arrêtée, mais... Tu nous parlais des conséquences qu'elle a vécues, cette femme qui tient une chaîne YouTube sur... elle perd ses cheveux, le bout de ses doigts sont bleus, pardon. Ouais, voilà. Et là où je voulais en venir au bout du compte, c'est que cette femme, justement, a participé à un mouvement qui s'appelle Pro-Ana, donc pro-anorexia, qui est un peu la vraie secte de l'anorexie qui existe réellement et qui a beaucoup sévi dans les années 2000 avec Tumblr, MySpace, tous ces trucs-là. Bien sûr que c'est sur Tumblr. Tumblr, c'était le cœur de ça. C'était genre heroin chic, romancer l'anorexie, la tristesse, etc. Genre, je suis triste. Il va falloir brûler cette application un jour. Là. Mais voilà, faut savoir que Pro-Ana, c'était des forums où se retrouvaient les jeunes, où ils se donnaient des tips pour cacher leur leur TCA, pour mieux se purger, pour perdre du poids, les médocs à prendre, les diètes à faire. Enfin voilà. Là où je trouvais que le film était intéressant, c'est qu'il y avait un peu de ça dans le côté méditatif des cérémonies, où genre tu dois respirer, de prendre 2 grandes respirations, c'est juste toi et le chocolat, tu dois te concentrer sur le goût et la sensation, etc. C'est typiquement le genre de conseils qu'il y avait sur ces forums, quoi. Et voilà, Pro-Ana, c'était aussi si tu manges trop, si t'arrives pas à te faire vomir, t'es un faux anorexique, t'es pas digne, t'es gros, t'es nul, tu dois te punir, machin. Et là aussi où le film parlait de quelque chose d'intéressant, c'était quand il parlait d'autophagie. Donc on se mange soi-même et le corps se mange lui-même et soi-disant ça allonge l'espérance de vie. C'est le genre de bullshit qu'on pouvait retrouver dans ces diètes nulles et dans le truc Pro-Ana, quoi. Donc là aussi, dans ce que tu nous dit, il y a aussi une composante sociale, encore une fois. Mais parce extrêmement. qu'on parle quand même de femmes, j'imagine, pour la plupart. Ouais.
qui sont assez seuls, qui sont assez ostracisés, qui se retrouvent dans une communauté avec tous les ostracisés. Et là encore, assez parfaite, assez dans le contrôle, quoi. Voilà, et du coup, il y a une double ostracisation, et j'imagine pas le dilemme social que doivent vivre les femmes qui vivaient ça, quoi. Ouais, surtout que c'est beaucoup d'adolescentes, quoi, donc c'est encore des plus personnes qui sont très touchant, quoi. malléables. Bien sûr, parce que justement, quand t'es seule, que tu vis ça, tu retrouves des gens comme toi sur un forum, il y a un vrai sentiment d'appartenance. Et là où je trouve que la youtubeuse dont je parle est géniale, c'est que elle parle de tout. Elle parle du fait que ce soit pas du tout glamour, mais elle parle aussi du fait que, honnêtement les gars, moi c'était certains des meilleurs moments de ma vie, et c'est pas pour autant qu'il faut faire ce que j'ai fait. Mais je vais pas vous mentir là-dessus. Pour autant, ces femmes-là, tu vois, juste avant les meet-up, elles faisaient toutes les unes et les autres, elles mangeaient encore moins parce qu'elles avaient peur d'être la plus grosse au meet-up, quoi. Mais voilà, je voulais parler de Proana parce que voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment dévastateur, et faut pas sous-estimer le fait que l'anorexie, c'est quelque chose que beaucoup de gens, subissent parce qu'ils l'ont voulu. Et c'est pas pour autant qu'il faut les blâmer, mais parce qu'ils ont voulu être dans ce contrôle, dans cette perfection, dans cette légèreté, dans tout ça. Et voilà, ça peut être vraiment extrêmement dangereux. En l'occurrence, Proana, c'est pas du tout proche de l'hyperphagie, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, je me suis un peu moins penchée sur l'hyperphagie, mais voilà. Ça change un peu du côté rigolo du podcast, mais je pense que on parle de sujets sérieux, donc c'est bien d'avoir des vraies documentations comme ça. Donc merci pour tout ce travail de documentation que tu as fait. Et qu'on n'aurait surtout pas fait. Je vais de ce pas baisser ma note sens critique, parce que ça a complètement changé. Il y a une partie de moi qui est un peu fière d'avoir bousculé ton avis. Moi, ça m'a étonné quand tu m'as dit que t'avais aimé le film, tu vois, malgré quelques points négatifs. Toi qui aimes pourtant les films de genre bien gore, qui vont bien jusqu'au bout, ça m'a étonné qu'une scène de vomi te touche autant. Parce qu'elle est gratuite un peu. Tu vois, donc, elle est complètement gratuite, celle-là. Le vomi, ça fait partie de la boulimie, ça c'est clair. Mais là, pour le coup, la manière dont c'est traité dans la scène, je trouve c'est genre oh regardez, c'est dégueulasse et tout. Ouais. Tu parlais de vouloir contrôler son apparence physique chez les personnes qui ont ça et chez les personnages donc du film qui font ça. Moi, j'aimerais bien parler je pense que c'est plus dans ce film, en tout cas, pas dans la réalité, bien sûr, parce qu'on a bien compris tous les trois, et j'espère que nos auditeurs aussi et nos auditrices ont bien compris qu'il y avait un pan énorme entre la réalité et ce film. Ce film, pour moi, traite plus de l'identité que de l'apparence physique. C'est, en tout cas, c'est sur ça que le film s'axe le plus par rapport à ces personnages et leurs relations par rapport à la nourriture. Comme Sarah l'a bien dit au début du film, on nous les présente pas tant par leur nom et leur prénom, on nous les présente d'abord par leur identité politique dans leur rapport à la nourriture. Un qui veut parce que pour raison écologique, l'autre pour la surconsommation, l'anticapitalisme, bref, ils ont des identités politiques fortes qui les ont amenés à vouloir contrôler leur alimentation. Et ça, après, ça a été depuis tous les temps. Je veux dire, le lien entre politique et nourriture, il est encore visible aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc, et la Tunisie et tout le pays arabe qui se battent pour le couscous, l'appartenance au couscous, la France et l'Italie qui se battent pour la pizza. Enfin, il y a plein de... La pizza, c'est italienne, il n'y a pas de débat. Ah, on sait pas. Non, vraiment, c'est débattu. Vraiment, c'est débattu. La pizza à la calzone, c'est débattu. Mais c'est la calzone. Mais c'est pas une pizza, la calzone. Waouh. Au-dessous. Putain, mais c'est un podcast de droite ici. Putain, d'accord, le mec donne des takes comme ça. Putain, on les voit jamais arriver. Waouh. Je me désolidarise tout à fait de ce que vient de dire Camille Poinas. Bien sûr, moi aussi. Voilà, shutdown cinéphage après 3 épisodes. Après 3 épisodes, dommage, voilà. Petit ange parti trop tôt. Mais bref, voilà, donc il y a une vraie identité politique et aussi une identité physique, bien sûr, avec aujourd'hui, je veux dire, c'est une mode, certaines nourritures aujourd'hui. Je pense aux plats instagrammables. Voilà, regardez comme ce macchiato, il est rose. Ouais, puis le véganisme, un truc qui a été hyper, entre guillemets, à la mode il y a quelque temps, quoi. C'était vraiment un phénomène de mode. Alors bon, il y avait du bon et du moins bon à prendre dedans, ça partait de quelque chose de plutôt positif, je pense, mais ça n'empêche que ça restait quand même une mode, et que là, en plus, dans le film, ils en parlent de ça. C'est qu'au début, quand le personnage de Ragna est en train de manger avec ses parents, son père lui dit « Ah, je t'ai préparé un truc vegan », et elle fait « Oh my god, vegan is so out ». Voilà, comme tu quoi... viens de dire quoi en français ?
Vegan is so out, c'est le véganisme, c'est démodé, quoi. Ouais. C'est dépassé, ouais. Voilà, c'est ça. Et aussi la directrice de l'école qui dit c'est super le conscious eating, donc le fait de manger consciemment, c'est à la mode en ce moment. C'est super que vous soyez là, Miss Novak. Après, je trouve ça un peu léger de parler de troubles du comportement alimentaire comme un effet de mode, mais c'est pas si éloigné, c'est juste que comme beaucoup de choses dans ce film, c'est pas traité. Voilà, je suis d'accord. Donc pour revenir sur l'identité politique des étudiants, il y en a un seul qui n'en a pas, c'est le prolo, parce que avoir une identité politique, en fait, c'est un privilège. On n'a pas vraiment le temps de penser à la planète quand on se demande si on va pouvoir faire les études qu'on aime ou pouvoir bien manger comme ce garçon-là. Et en fait, ce que le film va montrer au cours du film, c'est comment une gourou va briser les identités politiques de ces jeunes gens pour les remplacer par son identité à elle. Oui, ou du moins les utiliser à son envie, quoi. À ses désirs, exactement. Voilà, En l'occurrence, vouloir agrandir le Club Zéro. Et c'est ces jeunes gens qui ont bien leur identité, parce que c'est quand même commun chez les lycéens de vouloir s'identifier à une politique qui est en apparence bonne quand même, comme le réchauffement climatique. Et pourtant, au bout du compte, ils vont renier cette identité. Plus elle va avoir d'emprise sur eux, plus l'aspect politique du conscious eating, du coup, de bien manger consciemment. De manger consciemment, va disparaître. Il y a un moment qui cristallise, ce que je suis en train de dire, c'est que les élèves viennent de passer une étape. Maintenant, ils ne mangent plus. Durant un week-end, ils ne mangent plus. Ils vont à la cantine, ils font bonne mine, avec des plateaux de repas remplis. La présidente de l'école le voit, leur dit « Ok, c'est bon, vous mangez. » Du coup, peut-être que les rumeurs sur le Club Zéro étaient pas vraiment, vraies. Et là, juste après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la poubelle et ils gaspillent toute leur nourriture. Ce qui est quand même pour des personnes qui à la base voulaient sauver la planète est assez ridicule, est assez hypocrite. Ouais. C'est complètement paradoxal. C'est complètement paradoxal. Et c'est à ce moment-là que l'emprise est parfaite. C'est quand les désirs profonds des individus se laissent aller aux désirs d'un seul. Les désirs qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Et donc à partir de là, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus qu'un groupe et un gourou. Et je pense que le message en fait du film va là-dedans, c'est que sans individualisme, le groupe perd son identité. On se perd soi-même en fait. Un individu peut empoisonner l'identité d'un groupe. Pour cela qui apparaît. Complètement. Et c'est le rôle d'un gourou. C'est le rôle d'un gourou. Dans ce cas-là, un gourou qui ne veut pas d'argent. Parce que on a un peu tous les trois... Il veut du pouvoir. Tous les trois, en effet, étudié un petit peu les différents gourous au cours de nos années d'école. Et il y a des gourous, en effet, qui ne veulent que du pouvoir, un sentiment de possession sur certaines personnes. Et là, je freestyle un petit peu, mais il y a un petit peu dans ce film un besoin de maternité. Ah oui, totalement. Il y a un besoin de maternité, notamment sur un étudiant en particulier, celui dont les parents sont à l'étranger. Là, la gourou ne va pas seulement avoir une place de professeur, elle va pas seulement avoir une place de gourou, elle va aussi avoir une place de mère. En l'amenant au théâtre, en le cultivant, en le gardant chez elle. Et c'est d'ailleurs ça qui va ennuyer les parents plus que le fait que les enfants ne mangent pas à cause d'elle. Ce qui est assez, encore une fois, bizarre, parce que... Mais bizarre, non. C'est juste que si les enfants ne mangent pas, c'est aussi à cause d'eux. Donc ça, ils peuvent pas l'accepter. Je vais compléter un peu cet avis, parce que ça rejoint à peu près, moi, mon avis à moi, qui est sur l'endoctrinement, la nourriture. En fait, c'est un facteur, c'est le petit baromètre, en fait, du niveau d'endoctrinement des élèves dans le film. Et en fait, faites très attention à ce film, c'est qu'en fait, c'est vraiment le petit manuel de comment retourner le cerveau de personnes qui sont un petit peu jeunes, donc malléables, et qui n'ont pas vraiment de recul sur ce qui leur arrive. Ouais, mais ça, c'est au départ, ça, c'est le lot de tous les films qui prennent un peu le point de vue du gourou, tu vois. C'est, au bout d'un moment, si tu écris un gourou avec lequel tu vas partager un point de vue durant l'histoire, il y aura forcément un moment d'empathie. Ouais. Donc tu seras forcément... Ouais, mais là, tu vois, c'est particulièrement pernicieux, tu vois, parce qu'en gros, dès le début, tu vois, Miss Novak, on sait pas d'où elle vient, c'est un peu une personne qui flotte, elle a pas de passé, elle a pas de futur. Elle arrive avec ses produits, etc., donc c'est image de marque, tu sens que ça va pas très bien. Et dès le début, le premier truc qu'elle va faire, et ce qui va se passer petit à petit, en fait, c'est elle va essayer de faire que les élèves coupent les ponts avec les autres, s'isolent du rapport aux autres, que ce soit les parents aux autres élèves, pour qu'elle soit en fait seule avec eux. Très rapidement, elle va se placer comme la parole au-delà des autres, et elle va pousser les autres, les élèves, à se séparer de tout leur entourage pour ne pas être susceptible d'être reconquis
par leur entourage. Et c'est des vraies techniques sectaires qui est éloigner, isoler les personnes, comme ça, si jamais elles vont mal et quand elles sont à la limite de faire la bascule, d'être endoctrinées, elles n'ont plus personne vers qui se tourner, et comme personne ne veut être seule, elles vont se tourner vers le groupe où elles vont être complètement rendues dépendantes à ce gourou-là, même si c'est la pire chose qui leur arrive. Et ça, c'est ça qui est horrible, ce qui t'arrive, parce qu'en fait, tu tombes dans le piège sans t'en rendre compte, et quand tu t'en rends compte, c'est trop tard, parce que tu t'es engueulé avec ta mère, tu parles plus à ton frère, tes amis, tu les as reniés parce qu'ils ont plus du tout les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts idéologiques que toi, et tu te retrouves tout seul. Et tu n'as plus que ton propre bourreau qui te fait ça. Et donc, j'en viens au fait que la nourriture joue ce rôle de baromètre, parce que il y a des petits pics où les élèves résistent, où se disent, en fait, non. Ils remettent en doute la parole de leur gourou, de Miss Novak, et c'est symbolisé par le fait si ils reprennent une alimentation normale ou au contraire non. On a l'élève, le prolo, qui est celui qui est le plus difficile à endoctriner, parce qu'en fait, il a un rapport très proche avec sa mère qui est symbolisé par elle lui fait sa popote, elle lui fait des super plats tous les jours. C'est le seul qui a un rapport, c'est le seul de tout le groupe qui a vraiment un rapport émotionnel, plus que froid en fait, plus que politique en fait, avec la nourriture. Et c'est ça, et c'est surtout, on le voit dans la cantine, il est isolé du reste du petit groupe qui participe au cours parce qu'il ne fait pas l'effort de suivre les préceptes. Et petit à petit, en fait, parce qu'il veut s'intégrer au groupe, encore plus que parce qu'il veut l'argent, il va petit à petit réduire sa nourriture et donc couper les ponts avec son entourage jusqu'à se séparer complètement de sa mère, qui elle va être complètement démunie, alors que c'était un peu son seul lien vers les autres. Et tout ça, en fait, la nourriture, si vous regardez le film, vous pouvez voir, en fait, à chaque fois que les personnes mangent de la nourriture ou refusent de la nourriture, ça symbolise littéralement le fait qu'ils refusent, qu'ils se coupent du monde petit à petit. Plus ils arrêtent de manger, plus ils sont seuls, plus ils sont entre soi, et plus ils détestent le monde extérieur, et Miss Novak devient un peu la gourou, en fait. L'emprise est totale. Et c'est là où, en fait, le côté de la saucisse, la scène de la saucisse, je trouvais, au-delà d'être, on peut rigoler en disant, c'est une métaphore du patriarcat, mange ma saucisse, etc. Il y a aussi le côté où le père en vient presque à la violence pour renouer le lien avec sa fille, c'est-à-dire, mange la saucisse, poum, il l'oblige à manger comme une gamine, et donc il recrée un lien, mais qui est artificiel, qui est forcé, et qui ne va pas subsister. Je me demande si ce lien... Pardon, mais juste, je me demande si ce lien, même s'il est dur, même s'il est violent, n'aurait pas pu arranger la situation si la mère, parce que la mère de cette fille est aussi boulimique. Elle aurait une influence sur elle, logiquement. Donc là, je me demande, et c'est vraiment une question, parce que tout à l'heure, j'ai fait la blague, je mets deux baffes, et voilà, mais je me demande vraiment si le père aurait eu ce côté autoritaire avec la nourriture, ça aurait pas été très sain, mais au moins elle aurait mangé. Et si la mère avait suivi le père, peut-être que ça serait un peu mieux allé. Là, la mère, elle la soutient en fait. Bah ouais, carrément. Elle soutient sa fille dans son trouble alimentaire, puisqu'elle aussi l'a. Et il y a un moment hyper... Elle la soutient jusqu'au point où elle le comprend plus. Vous, le moment qui vous a vraiment fait serrer les tripes, c'est le moment où la mère dit à sa fille « Tu deviens grosse ». Moi, le moment qui m'a vraiment serré les tripes, c'est quand la fille qui a le père qui l'engueule dit à sa mère « J'ai pas envie de manger ». Elle dit à sa mère, j'ai pas envie de manger. Et sa mère lui fait un petit sourire de connivence et lui dit, moi non plus. Ouais, et elle lui fait un clin d'œil. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, ça, c'est clairement ça que je trouve le plus malsain. Ouais. Ça, c'est le moment, je pense, le plus malsain du film. Ah non, mais... Il y a plein de trucs malsains comme ça. Comme quoi, le film n'est pas totalement mauvais, mais quand même. Non, il y a plein de bonnes idées. C'est juste, moi, je pense le vrai gros problème du film, c'est qu'il est mal encadré. Enfin voilà, pour ma petite analyse, c'était très rapide, mais c'est ce que je pensais. Et justement, à partir du moment où tu as cette espèce de clé, je trouve que c'est hyper intéressant à analyser parce que c'est réfléchi. C'est comme pour les fonds d'écran, pour les arrière-plans, on en parlait avant. Si tu regardes, si tu analyses le film, il y a des choses à décortiquer. Ouais, je voudrais juste rebondir sur un truc... en profiter du coup sur le côté sectaire et tout. Moi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant pour le coup, c'est le rapport à la foi dans l'emprise sectaire. Ça m'a un peu titillé. J'ai trouvé ça intéressant de parler de ce voyage jusqu'au Club Zéro, de ce voyage dans les restrictions alimentaires comme une question de foi. Plein de fois, ils disent non, mais ils comprennent pas, ils sont fermés d'esprit. Et il y a même une citation que j'ai trouvée bien, qui est peut-être un peu on the nose, évidente, de Fred qui dit « Ils ne peuvent pas accepter que quelque chose qu'ils ne comprennent pas
puisse exister. Donc là, c'est vraiment genre in your face, un parallèle avec Dieu, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là. C'est genre, si vous y croyez, si vous avez la foi, vous allez être sauvés. Voilà, je vous fais pas de dessin, quoi. Le parallèle est évident. Et je trouvais ça assez intéressant de parler d'emprise sectaire comme quelque chose qui est en rapport avec la spiritualité, quoi. Ça pourrait arriver à n'importe qui dans un moment de faiblesse, quoi. C'est si vous y croyez, alors vous allez être sauvés, alors vous allez être l'élite, etc., quoi. Mais c'est intéressant ce parallèle parce qu'il est fait dans le film. Il faut aussi reconnaître les bons côtés quand ils le sont. C'est que pour le coup, c'est le seul parallèle qu'il arrive à traiter jusqu'à la fin. Ouais, et peut-être que ce parallèle entre religion et malnutrition, mais aussi secte, peut-être que Camille, tu peux en parler à travers le dernier plan. Le film est gros sabot et ça complète ce que dit Sarah parce que le dernier film, le plan final, c'est une reproduction de la scène peinte par Da Vinci. Et c'est littéralement un nouveau gourou va naître parce que les parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants sont morts. Où sont-ils s'ils sont vraiment morts? Et le dernier enfant qui était miraculé parce qu'il a échappé au massacre parce qu'il était en sortie à ce moment-là, qui était quand même endoctriné, devient le nouveau gourou parce qu'il répand la nouvelle parole. Et on a littéralement la scène en mode c'est Jésus, etc. Et hop, on est reparti sur une boucle, un nouveau gourou, un nouveau culte va naître, cette fois-ci avec les parents. Encore une fois, c'est très gros sabot, c'est et en même temps c'est timide, quoi. En même temps c'est intéressant comme angle, mais c'est certains diront timide, moi je dirais que c'est subtil en fait, c'est très épuré, c'est très subtil en fait, elle fait pas dans la surenchère, donc ça peut lui être reproché. Moi je trouvais au contraire que c'était assez appuyé, c'est pas un film qui est tout public ce truc là, et en fait elle fait pas beaucoup d'effets de style, il y a des reflets et tout ça, et c'est que des trucs si tu analyses un petit peu, si tu aiguises ton œil, que tu peux voir... Antoine le disait, c'est très amateur sur certains... Ça peut paraître amateur, parce que c'est... Une fois que tu le vois, tu ne vois plus que ça. On va terminer sur une jolie note toute gentille et pleine d'espoir. Oui. Sarah, s'il te plaît, donne-moi ton péché mignon en nourriture. Vraiment le truc pour se faire plaisir, parce qu'avant tout, il faut manger consciemment, mais aussi... ne pas oublier de se faire plaisir de temps en temps, tout en étant maître de soi-même. Ah ouais, c'est difficile. J'avoue, je suis pas quelqu'un qui grignote trop. Si tu veux, je peux commencer à la limite, comme ça te donne une idée. Vas-y, commence et je vais réfléchir, ouais. Moi, par exemple, le petit péché mignon, le petit truc coupable que je me fais des fois pour me faire plaisir, gourmand, c'est un éclair au chocolat. Je me paye un éclair au chocolat en boulangerie, je le paye 3-4 € et je le savoure bien. Je sais que c'est du sucre, je sais que c'est que ça, mais ça me fait du bien. Et j'en suis content et je le savoure parce que je sais que c'est quelque chose de rare et de précieux que je sacralise un petit peu. Est-ce que tu te souviens l'éclair au chocolat que je t'ai fait goûter quand t'es venu à la maison? L'éclair au chocolat de chez Béchu. L'éclair au chocolat de chez Béchu est excellent. Ah voilà, le terre-terre. Moi, je pense que je vais répondre et je vais tricher un petit peu. Je vais dire les pâtisseries de boulangerie en général. Ouais. Parce que là, la dernière fois, j'ai trouvé une boulangerie juste à côté de ma salle de sport qui vend, je pense, les meilleurs croissants que j'ai mangés jusque-là. Tu vois, je pourrais pas m'en aller. Mais s'il y a vraiment le nec plus ultra dans les pâtisseries françaises, qui pour moi est vraiment dur en plus à vivre parce qu'il y en a pas beaucoup. J'en vois plus beaucoup dans les pâtisseries et ça me rend fou. C'est les religieuses au chocolat. Les religieuses au chocolat, je crois que j'ai découvert ça il y a 5 mois et j'ai passé 1 mois à en manger quasiment tous les matins. Et puis après, il n'y en avait plus dans les boulangeries parce qu'apparemment, il n'y a qu'un seul gros dans le 16e. Et toi, Sarah, c'est quoi ton péché mignon? Ouais, bah du coup, je réfléchis et en fait, je me dis que... Oh non. Une forme de péché mignon... Alors, c'est l'alcool, vraiment. Non, je rigole, les enfants, vous inquiétez pas. Ouais, c'est pas vraiment genre le truc que tu peux un peu prendre et grignoter sur un coup de tête, mais enfin, ce qui s'en rapproche le plus pour moi, c'était prendre des trésors le matin au petit-déj ou genre se taper un bon goûter avec le bol de céréales quand tu rentres du taf ou quand tu rentres de l'école. Ouais, moi, c'était ça mon péché mignon, quoi. C'est vraiment les céréales qui ont aucun apport énergétique. Petite nuance. Ouais. Lait avant céréales ou après céréales? Lait, et pas lait. Tu mettais du lait dans tes céréales ou pas? C'est parce qu'il sait pas parler français, mais oui, t'inquiète, y a pas de... Bah, c'est céréales d'abord et lait après, les autres sont des psychopathes.
Très bien. Je Et pense j'ai que des on avis peut- très tranchés sur ces genres de choses-là. Par exemple, les gens qui mangent la croûte de la pizza avant, c'est des psychopathes. À deux doigts de créer un parti ils font politique fasciste, en fait, Sarah. À deux doigts de. Non, mais au bout d'un moment, on dit la vérité. Non, mais les gens qui cassent les Kit Kat au lieu de les manger en mode bar, des psychopathes. Non, mais comment ça, tu manges tes Kit Kat sans les casser, là Mais parce que non, mais moi je suis un gros conséquent. Je suis d'accord. Quand je vois quand je vois 4 Kit Kat, je me dis pas oh je vais les manger un par un. Non, je mords dans les Mais 4 t'es un seul coup. sauvage. T'es un... Et Oh là tu là, es un je sauvage. me mange le chocolat. Antoine, Moi, ce que tu je restes faisais à à un l'âge moment, de pierre. ce que je faisais à un moment, c'est qu'il y avait j'étais dans une résidence étudiante et dans ma résidence étudiante, il y avait une petite machine à vendre des petites confiseries, quoi. Et il y avait des Kit Kat. Ce que je faisais quand j'étais vraiment dans la merde niveau mental, c'est que je les mettais je faisais chauffer 2 tartines de pain de Putain, mie. j'allais le dire, ils mettent ça dans du pain. 2 pains de mie. Je mettais le Kit Kat au micro-ondes et puis je mettais le Kit Kat entre les 2 pains de mie grillés et ça me faisait un sandwich grillé au Kit Kat. Et avec du recul, c'était dégueulasse. On va terminer ce podcast sur ces belles paroles et sur cette quasi-guerre mondiale. Je remercie tout particulièrement Sarah d'être venue pour ce 3e épisode et Thomas qui est au son et qui s'est porté volontaire pour nous faire un setup mais du feu de Dieu, en tout cas beaucoup mieux que ce que je fais. Donc merci beaucoup. Et on remercie aussi à Antoine le rageux et l'adepte de cuisine toujours aussi dégueulasse. Et salé. On peut pas dire que je suis un gros qui mange des Kit Kat sucrés et dire que je suis salé en même temps, d'accord? C'est au bout d'un moment, faut trouver une cohérence, les gars. Salut, c'est Camille du montage. J'ai oublié de vous dire un tout petit message. Ce serait de ne pas oublier de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. C'est comme ça que vous témoignez votre soutien sur la chaîne et c'est surtout comme ça que l'émission va avoir du poids dans les algorithmes et dans la plateforme. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à vous qui allez peut-être le faire. Un autre moyen aussi de nous soutenir qui est tout simple, ce serait d'en parler autour de vous, de conseiller à votre maman qui cuisine, à votre copain cinéphile, à votre pote qui adore les donuts. On parle de nourriture, on veut étendre la communauté, c'est comme ça qu'on fait. Le bouche à oreille, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on va viser plus haut. Merci à tous ceux qui le font aussi. Et d'ici là, je laisse Camille du présent. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera l'épisode spécial Noël, on espère avec tous ensemble plus Timothée, comme ça on aura tout le crew pour l'instant de Cinéphage Podcast et ce sera pour un film cette fois-ci du patrimoine parce qu'on en a marre de l'actualité. Voilà, d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit tout simplement. Et bon appétit. Et bon appétit. Voilà, merci, la politesse. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.